bienvenue dans ce podcast, ce nouveau podcast, parlons-en de l'Abitibi-Témiscamingue, parce qu'on a besoin, je pense, d'en parler. Puis aujourd'hui, on a un sujet assez crucial, merci. Ça va coucher, ça commence bien. Ça va toucher notre communauté en Abitibi. On parle de l'itinérance qui touche beaucoup de monde à l'heure actuelle. Alors, j'ai rassemblé un panel de journalistes, mais également un invité spécial. Je vous les présente à l'instant. Alors, on a à ma gauche Christian Péloquin, journaliste. Oui. Je fais ça comme un peu un arbitrage. Dans le coin gauche. Dans le coin gauche, ça ressemblait à un match de catch. Mais c'est pas grave, je suis habitué à la boxe, j'adore. Oui, hein? À ma droite, bien, on a Joanie Duval, notre autre journaliste de Médiaté, mais on a un invité spécial aujourd'hui, Sébastien Lemire, député du Bloc québécois de l'Abitibi-Témiscamingue. Bonjour, Guylaine. Mais merci beaucoup. Allô? Moi, j'aime ça, l'idée qu'on ait une émission d'affaires publiques en Abitibi-Témiscamingue qui va nous donner le temps d'approfondir les sujets, de donner des statistiques, de parler de la vie des gens. Puis bon, tu as fait un bon lapsus hein, quand on a dit que ça peut toucher les gens. Mais là, notre premier sujet va aussi parler d'où les gens couchent. Ben, Puis oui. ça, c'est fondamental. Mais c'est vrai, t'as pensé à ça? Je pense à bien des affaires. Je pense à bien des affaires. Mais c'est un sujet essentiel. Puis bravo de faire ça. Chapeau à Médiaté puis cette initiative-là. Je suis bien content d'y participer. Ben, hey, merci pour être là pour la première. C'est un Tu me fais privilège. cet honneur, C'est un privilège. Non, c'est moi qui est honoré. Là. Là, ce qu'on va faire, c'est que j'ai demandé à un de mes collègues de travail, Anthony, d'aller faire un vox pop et d'aller, justement, tu l'as dit, hein, on touche la communauté. Et là, on a décidé d'aller voir les jeunes. Les jeunes, qu'est-ce qu'ils pensent de l'itinérance? Fait qu'on va regarder ça à l'instant, cette vidéo vox pop, mais en même temps, on a un plus vieux aussi qui va en parler. Ouais, le pourquoi il y a une pénurie, il y a l'itinérance, c'est parce qu'il y a une pénurie de logement, définitivement. Là. Je sais pas. Il y a des logements qui sont soit pas abordables ou qu'on n'en a pas assez. Là. Honnêtement, moi, je pense que les gens, ils forçaient pas trop, mais à la fin, ils se sont rendus compte que faut se donner de l'effort dans la vie. Puis je crois qu'il y en a, justement pour ça, là. L'Abitibi, c'est une belle région, mais des fois, il y en a qui sont comme ça. Sinon, les autres, c'est peut-être... je les connais pas, les itinérants, mais il y en a peut-être que c'est par choix, parce que je sais que l'itinérance, des fois, c'est une question de choix. L'itinérance, ça se répand... Ben, ça commence à se répandre partout dans le monde, donc il y a des moyens que ça soit arrivé jusqu'ici en Abitibi. C'est parfait. Parce que il manque d'employés dans les magasins, puis ils finissent par perdre leurs emplois. On leur donnait de l'argent? Pour moi, je créerais peut-être une association qui distribuerait, mettons, de l'argent aux personnes en cas d'itinérance. Mettons, chaque mois, comme ça les aiderait peut-être un peu à remonter sur le dessus peu à peu, puis ils finiraient par reprendre le dessus. Les gens de l'itinérance? En leur donnant de l'argent, en leur offrant un travail, puis une maison. Aider à améliorer leur situation. Je pense que juste, de temps en temps, leur offrir un repas, un café, sans leur donner d'argent, parce que si c'est des consommateurs, ils vont acheter le besoin de consommer, là, mais tu sais... de leur donner une tuque d'un partant froid ou des choses qu'on n'utilise plus, là, ou de donner ça dans les organismes à qui eux, le redonnent. Là. Ça, c'est une bonne façon. Je sais pas. Oui, dans la mesure où eux veulent aussi avoir de l'aide. Là. Les aider comme on peut. Ça peut être les héberger quelques jours ou leur donner de la nourriture, mais faut qu'ils fassent leur part aussi, selon moi. Alors, on revient justement du Vox Pop qu'on vient d'écouter, la vision des jeunes.
C'est intéressant, pareil. Qu'est-ce que vous avez en pensé, vous, de cette vision-là? Si je vous pose, tu sais qu'il y en a une qui a répondu pourquoi il y a des personnes itinérantes en Abitibi-Témiscamingue, puis elle a répondu faut qu'ils se donnent de l'effort dans la vie. Bien, je peux commencer, ça vous dérange pas? Vas-y, Christian. Parce que ça, c'est plate à dire, mais c'est une chose qu'on disait souvent avant. Une personne qui ne travaillait pas, c'était un lâche, puis tout ça. Aujourd'hui, parce que là, l'itinérance, c'est plus juste ça, là. L'itinérance, c'est le gars qui gagne 15 piastres de l'heure, il n'y arrive même pas, là. Je m'excuse, mais à 15 piastres de l'heure, tu ne peux pas te payer un logement, de la nourriture, ta voiture pour voyager. C'est impossible. Aujourd'hui, il y a vraiment... ce que je veux dire, c'est qu'on part d'il y a un an. D'il y a un an, la même personne qui était capable d'arriver, aujourd'hui, n'arrive plus. Alors, oui, l'itinérance, c'est large, tout ça, mais c'est une mentalité qui... parce que la jeune, la petite fille, elle entend ça. Mais, tu penses que c'est sa communauté autour d'elle, son entourage qui y amène? C'est ça, c'est ce qu'il y en a beaucoup qui disent, puis je suis pas sûr là, comment je dirais ça? Dans un marché plein d'emplois, tout va bien, tout ça, tout est pas cher. Là, aujourd'hui, c'est OK, on parle de, plein d'emplois, mais l'inflation, puis tout ça, c'est le fun, des jobs à 15-16 piastres à l'heure, même à 18 piastres à l'heure, avec des loyers à 1500 piastres. Oublie ça. Puis vous autres, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Vas-y, Joanie. Mais moi, je pense qu'il y a de l'éducation à faire en premier. C'est vraiment important d'éduquer les gens, de parler de c'est quoi l'itinérance, à quel point c'est complexe. Puis, ça, c'est différent d'une situation à une autre, d'une personne à une autre. Il n'y a pas les mêmes raisons pourquoi telle personne est itinérante, l'autre l'est. C'est vraiment complexe. Puis je pense que, tu sais, on voit les paroles, un peu comme Christian disait, on voit le parent qui parle à travers l'enfant. Tu sais, c'est des idées qu'on a. Une personne est itinérante, elle ne se force pas. Mais je pense que c'est beaucoup plus complexe, profond que ça. L'éducation, c'est vraiment important. Sébastien? Je partage tout à fait cet avis-là. Puis l'éducation aussi collective, la pédagogie. Je pense pas qu'il y a personne qui choisit volontairement d'être dans la rue. Je pense que le premier problème qu'il faut identifier, c'est la construction de logements. Ça coûte très cher se loger. Là, on entend le politicien parler, là. C'est inévitable, ça, assurément. Mais, tu sais, j'ai aussi le rôle d'un observateur de ma société et ça me préoccupe, ça. Tu sais, comment ça fait 30 ans que le gouvernement... Je vais aller du côté politicien, parfait, moi, l'assumer. Ça fait 30 ans que le gouvernement fédéral n'investit pas dans les logements. Puis quand il le fait, ça vient avec des conditions, ça prend plus de temps. Et autres, il y a encore quasiment 1 milliard qui dort à Ottawa, qui est destiné pour le Québec. François Legault veut le rapatrier, veut même accoter l'argent, mais cet argent-là ne se fait pas parce que ça ne se parle pas. Ça, c'est un problème. Mais avant ça, pourquoi qu'on ne construit pas de logements? T'sais, les logements sont en moyenne autour de 700 $ en Abitibi-Témiscamingue. Mais des logements qui ont été construits depuis les années 2000. Donc, on ne recule pas. Les plus récents, là, dans les années 2000, se vendent en moyenne 1200. Donc, pourquoi on n'est plus capable de construire des logements sociaux abordables? Ça, c'est un des problèmes. Donc, l'offre en partant crée la résultante qu'on est là. Mais c'est nouveau que l'itinérance devient visible en Abitibi-Témiscamingue. Exact. Et ça fait réagir. Mais il y a des solutions de services, des solutions terrain. Et heureusement que le milieu communautaire est là et est riche en Abitibi-Témiscamingue. On va en arriver à ça parce que je vais avoir des questions par rapport à ça. Mais au niveau de la vision de la jeune fille, qu'est-ce que toi, t'en penses? Tu es un parent dans la vie, tu as des enfants. Est-ce que tu vois l'œil d'un parent en arrière de la jeune fille ou c'est sa vision vraiment, qu'est-ce qu'elle en pense? Je pense que le commentaire est intéressant de dire que nos enfants reflètent souvent ce qu'ils entendent et comme des éponges. Hein? Mais en même temps, il faut aller au-delà, je pense, du préjugé. Puis sans dire que les enfants avaient des préjugés dans les circonstances, il faut être capable puis de miser sur l'offre de service. Je lisais une statistique comme quoi quelqu'un qui est dans la rue va coûter à l'État 75 000 $ en moyenne. Parce qu'on va rajouter des rondes de police, parce qu'il va y avoir des services d'urgence, puis des gens qui arrivent en situation de crise. Par contre, si on logeait la personne, même dans les hôtels, ça serait 70 000 $, puis dans un logement,
ça serait 65 000 que ça coûte. Mhm. Parce qu'on est capable d'offrir des services, parce qu'il y a une stabilité, parce qu'il y a une dignité, parce qu'il y a un revenu. Et ça, pour moi, c'est ce qu'il faut faire, être capable d'offrir des services aux gens. Et c'est la clé si on veut que cet engagement-là demeure à long terme. Puis je me permets, j'ai eu une discussion notamment parce qu'on a invité mon collègue Denis Trudel à venir parler de l'enjeu du logement et de l'itinérance. Puis il y a des gens de partout dans la région et la circonscription qui ont participé à cette rencontre-là, et notamment des gens des Marginales à Rouyn-Noranda qui disaient hey, on a aidé des gens à sortir de la rue il y a 10 ans. Et qui y retournent en ce moment. Oui, c'est oui, donc oui, dire comment exact. la situation est problématique. C'est Et ça, ça. moi, C'est ça ça. m'a fait mal. Là. Ben justement, on va arriver à ça parce que tu as beaucoup de propos qui vont répondre à mes questions ici, mais tu as mis le doigt sur quelque chose tantôt quand tu as dit l'itinérance, on ne le voyait pas avant. Là, on le voit en Abitibi-Témiscamingue. J'en ai fait un portrait. Je vous en parle tout de suite de ce portrait-ci. Alors, l'itinérance en Abitibi-Témiscamingue, c'est un problème complexe et pressant qui touche de nombreuses vies au sein de notre communauté. Derrière chaque personne sans abri se cache une histoire. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui, absolument. C'est une série de défis personnels et des circonstances souvent tragiques qui les ont conduites à cette situation difficile. Toujours d'accord? Hein? Vous pouvez m'interrompre si vous n'êtes pas d'accord. Hein? Non. Ça va bien, c'est ça qu'on disait. Ça va bien? Ah, ouais, merveilleux. Alors, l'itinérance n'est pas simplement une question de manque de logement. C'est un défi multidimensionnel qui englobe des problèmes tels que la santé mentale, la dépendance, la perte d'emploi. Aujourd'hui, la perte d'emploi, peut-être moins parce qu'il y a énormément d'emplois, mais en même temps, est-ce les bons emplois où ce que l'individu voudrait se valoriser? Ça, c'est un autre fléau. La violence familiale et la pauvreté, bien sûr. Les personnes sans abri font face à des obstacles quotidiens pour trouver un abri sûr, de la nourriture et des soins médicaux, tout en luttant pour maintenir leur dignité et leur espoir. J'ai été pas loin de la rue il y a 10 ans. J'ai été presque dans la rue il y a 10 ans et c'était à cause de la maladie. Parce que c'est ça. les soins médicaux étaient extrêmement chers, difficiles, qui ne me permettaient pas d'arriver aussi. Fait que ça, c'était un fléau qui est là. Cependant, l'itinérance en Abitibi-Témiscamingue n'est pas une fatalité. Notre communauté s'efforce de mettre en place des programmes. Je pense, en tout cas, hein? Tout à fait. Ouais, OK. Oh, non, moi, je suis plus... je trouve que c'est pas assez. Je trouve que c'est pas... OK. non. On va en parler. Moi, je veux dire, l'accueil à Amos, c'est partout dans la région. Tu as des organismes d'accueil. Le problème, c'est qu'ils ont peut-être une capacité de nombre de lits qu'on peut compter sur les doigts d'une main. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est que les besoins ont doublé, ont triplé, ont quadruplé. Comment est-ce qu'on peut répondre à des besoins qui sont aussi élevés quand l'argent public ne suit pas à la même vitesse que les besoins? Et donc, les services. Et c'est ça qui est essentiel. C'est pas juste de fournir un lit à quelqu'un, c'est d'essayer d'encadrer aussi. Mais il y a peut-être le manque de sensibilisation aussi moi, je dirais par plus rapport de à ça. sensibilité. Moi, t'es honnête avec toi, je regarde les nouvelles, on nous dit, hey, il y a 10 000 sans-abri au Québec. Là. On est arrivé là. Puis c'est pas des farces. Quand tu dis ça, je me dis ça n'a pas de sens. Oui, puis le bloc de nouvelles après, qu'est-ce que tu as? C'est on fait de la grève pour avoir une augmentation de salaire. Puis, je sais pas, moi. Tu sais, si tu veux des augmentations de salaire dans le monde de la santé, je peux comprendre. Parce que il faut que tu combles le nombre de personnes qui sont sans abri, qui ont besoin d'aide. Moi, je sais pas. Le gars qui se bat pour pas passer l'hiver dehors, et t'as l'autre qui veut son 40$ de l'heure. Moi, premièrement, je viens d'une catégorie où, pour moi, ceux qui se permettent de faire les grèves, c'est parce qu'ils sont riches. Parce que je gagnais en bas de ça. Je n'ai jamais pu me permettre de faire une grève parce que je n'étais pas syndiqué, je n'avais pas d'argent. Puis bon. Et je vois aujourd'hui que... Mais en même temps, je t'amène sur un point glissant, là. Je me fais l'avocat du diable. Vas-y. Mais peut-être que tu as des valeurs très concises disant que j'ai pas le choix de faire la grève pour ce que je pense puis pour ce que je me lève pour.
peut-être ça aussi qui t'amène à dire, regarde, je vais peut-être manger du petit pain pendant qu'on fait la grève. Je peux comprendre une grève où on parle de conditions de travail et tout ça, mais c'est tant ici, avec les salaires, je pense qu'on devrait arrêter un petit peu là, de jouer avec tout ça, là, parce que là, je pense qu'on profite de des situations où on est en inflation, tout ça pour se dire, regarde, on veut des augmentations de salaire. Je peux comprendre. Mais moi, je pense aux gars qui travaillent au McDo à 15$, je pense à ceux qui travaillent à 16, 17, 18 $ de l'heure. Écoute, c'est ceux autres. Ils sont. Oui, ben, justement, on parlait éventuellement qu'on était vivre au salaire, on était à peu près à 16 il y a quelques mois. On est rendu à 25 c'est-à-dire 25 des personnes qui vivent, le paye, là, elle passe. Là. Le paye, elle passe, c'est tout juste. Tu sais, si l'épicerie augmente encore, là, ils sont dans la marde. On est rendu là. Ça n'a plus de sens. Écoute, j'ai 58 ans, j'ai jamais vu ça. Là. J'ai vu des époques où il était plus dur, puis tout ça. Mais là, on dit oui, là, on a le plein emploi, puis tout ça. Pourquoi que le monde a de la misère de même? On va continuer le portrait, justement. Joanie amenait le point d'éducation en partant. Nos mineurs, ceux qui sont dans les mines puis qui peuvent gagner dans des 6 chiffres, là, ne sont pas à l'abri non plus de ça. C'est ça. la question d'éducation. Mais parce que le logement, les taux hypothécaires qui ont monté, les grandes maisons, toute la guerre de skidoo, 4 roues, etc., les gens d'Abitibi-Témiscamingue ont peut-être un revenu élevé, mais en même temps sont très lourdement endettés. C'est ça. Aussi. Et sans nécessairement l'éducation pour pouvoir bien gérer les choses. Ça va avec leur pouvoir d'achat. On n'est pas à l'abri non plus d'une vague de gens qui ont des bons salaires, mais qui se retrouvent dans des conditions d'avoir besoin de services parce qu'ils ont à payer l'argent qui leur est dû, là, qu'ils le font rapidement. Là. Mais il n'y a pas juste ça. C'est qu'il y a une crise de logement actuellement. Donc, ce qui veut dire que tu acceptes un emploi, tu es de l'extérieur, tu acceptes un emploi en Abitibi, où c'est que tu vas loger? Tu as peut-être beau avoir le salaire nécessaire pour vivre, mais où tu vas loger en Abitibi? Ça crée aussi un problème où il y a des gens qui vont vivre dans leur véhicule pour être en Abitibi puis aller travailler parce qu'il n'y a pas de logement. Où il y en a, donc ça crée aussi une crise. 3,5 à 1 400 par mois. Oui, les logements, les garderies, c'est pas disponible ici. Puis je connais des familles là, qui, les 2 parents avaient des emplois à fonderie. Ils ont dû revirer de bord puis s'en retourner dans leur région d'où ils venaient parce qu'il n'y avait pas de maison. Il y avait un logement pas abordable et pas assez grand pour leur famille et il n'y avait pas de garderie pour leurs enfants. Fait que on ne peut pas vivre dans ce climat-là tout le temps. Fait que il faut créer des logements, il faut créer des places en garderie, il faut créer un milieu de vie pour que les gens puissent s'épanouir. Donc, je pense que l'itinérance, c'est un symptôme de notre tissu social qui s'effondre. C'est vraiment ça. Là. Fait que, c'est vrai que c'est fragile parce qu'il s'agit simplement d'une séparation, de la perte d'un être cher ou quelque chose de même pour que quelqu'un drop. Et la santé. La santé est une des situations majeures que tu n'es pas à l'abri de ça. Tu peux la perdre du jour au lendemain, la santé. Et de là, tu n'as plus de salaire qui rentre. Si tu es tout seul, monoparental, qu'est-ce que tu fais? Si tu es avec un conjoint qui n'a pas le salaire nécessaire pour tout payer parce que tu t'es endetté, parce que tu vis au-delà de tes moyens avec le salaire que tu as, ben ça te met dans une situation aussi vulnérable. Qu'est-ce que vous en pensez? Encore plus triste, c'est que moi, j'ai été élevé par une femme monoparentale et écoute, aujourd'hui, je me dis, hey, si cette femme-là se fait battre, elle ne peut même pas s'en aller. Parce qu'il y a il n'y a pas de logement. Voilà. 2, écoute, elle n'a pas les moyens. Tu sais, parce qu'à cette heure, on est... Comment j'expliquerais ça? En 1990, je gagnais 10,5$ de l'heure. Et j'étais capable de faire vivre ma famille. Là, on s'entend, c'était pas une fortune. Là. C'était pas le grand luxe, là, mais j'étais capable. Aujourd'hui, c'est impossible d'arriver avec un seul salaire. Ça pue. Mais sur l'enjeu de la maladie, tu sais, il y a tellement rien d'acquis. On s'est battu à Ottawa, le Bloc québécois, je me permets de le nommer, pour pouvoir donner qu'une personne qui a le cancer puisse avoir 50 semaines
d'assurance emploi. L'assurance emploi, Oui. on a réussi à faire pousser que ça, jusqu'autour de 26 semaines. Le gouvernement libéral ne s'est pas rendu à 50. Et ça, c'est grave. Mais déjà, c'était 15 semaines. Oui. Donc, à peine 3 mois, tu as à peine le temps d'avoir tes premiers rendez-vous, ton diagnostic, que tu n'as plus de revenus, avec toutes les conséquences que ça vient. Puis moi, il y a un autre enjeu aussi des prochains aidants dans la question de la santé, qui, eux, n'ont plus nécessairement les moyens de faire autant d'heures de travail et qui se retrouvent énormément pénalisés. Est-ce qu'on peut avoir un revenu pour ces gens-là? Est-ce que notre tissu social, j'ai bien aimé le point de Joanie, va être assez, va pouvoir se resolidariser, se resolidifier pour inclure les gens qui vivent des situations? Parce que la conséquence après ça, c'est que si tu perds ton revenu, ton emploi, tu n'es plus capable d'avoir le même logement. Tu n'es plus capable d'avoir le même logement. Tu tournes vers quelque chose qui n'est pas nécessairement beaucoup moins cher. Mais là, tu tombes dans une spirale où ta notion de confort perd. Et là, tu n'as plus la même routine, la même qualité de vie. Et c'est là que les besoins embarquent. Oui. Et c'est souvent quand que la maladie, elle est là, que la situation familiale change aussi. Il y a beaucoup de choses qui changent autour de soi, qui apporte une certaine vulnérabilité ou, comme tu l'as dit, Sébastien, la personne qui est avec toi, ton conjoint ou ta conjointe, devient un proche aidant dans la maladie. Elle doit continuer à travailler. Ouais. Elle doit continuer à subvenir aux besoins de la famille, malgré que là, il y a une chute de salaire qui est là. Cependant, est-ce que l'employeur est assez ouvert d'esprit pour dire que le proche aidant doit quitter à des moments dans sa journée parce qu'il doit aller à l'hôpital avec sa conjointe ou son conjoint? Là, il y a des situations aussi qui est arrivée là-dedans qui devient encore plus vulnérable, qui apporte cette vulnérabilité-là dans la famille. Je sais que c'est vrai qu'il y a un avantage que j'ai remarqué aujourd'hui un peu plus, c'est qu'il y a des employeurs qui sont un peu plus à l'écoute de leurs employés parce qu'ils veulent les garder. Parce qu'avant, on était considéré c'est de la merde. Oui, c'est ça. C'est ça. Écoute, tu fais ta job pour à la ligne. Là. Mais là, aujourd'hui, mais c'est plate que ça soit une mentalité comme ça. Mais c'est une mentalité, je vais vous donner un exemple, il n'y a qu'une mentalité gouvernementale. Moi, je me rappelle, à une époque, il y avait l'essence, c'était un certain montant, et à un moment donné, il a baissé. Et puis là, ce que tu entends, c'est Stephen Harper, qui était le premier ministre à l'époque, il était bien découragé de ça parce qu'il dit on perd 40 millions dans les coffres de l'État. Je me suis dit, hey, c'est 40 millions dans les poches de ton monde. Mais la façon gouvernementale de voir les choses est différente. Je ne sais pas. je ne sais pas où on s'en va là, dans ces mentalités-là. Là. Il y a une itinérance, mais comment est-ce que les autres voient ça? C'est pas la même façon que nous autres, on le voit. C'est ça que je trouve triste. C'est sûr que ça m'amènerait à dire que si on investit dans le pétrole, ça amène aussi des problèmes de santé qui vont se répertorier dans le système de santé qu'on va payer plus tard. Fait que ça, dans la transition énergétique, il y a des économies de coûts publics aussi. C'est une parenthèse en dehors du sujet, mais que je ne peux pas faire. On va économiser énormément en frais de santé. Là. Juste la pollution, le CO2, les conséquences pulmonaires, respiratoires, le smog, etc., ça coûte très cher à un État en soins de santé. Mais effectivement, puis là, une autre parenthèse, quand le gouvernement fédéral en transfère à peine 1 milliard à Québec pour des transferts en santé, quand le besoin était à 6, qui était nommé pour faire un rattrapage, là, il n'y a pas si longtemps, pour chaque dollar investi en santé par Québec, Ottawa met 1 pièce. Là, c'est désengagé jusqu'à 22 cents dans la pièce. Et donc, qu'est-ce qui est coupé? C'est nos services, les services de proximité, les suivis, notamment pour les gens qui en ont besoin, particulièrement au niveau de la santé mentale. C'est un sujet qui était tabou il n'y a pas si longtemps, qui ne l'est plus aujourd'hui, heureusement, mais est-ce que la qualité de service accompagne aussi les besoins? Bien là, peut-être pas. Puis quand il y a eu un besoin, bien, le fédéral est resté loin derrière. Oui, absolument. Et ça a des conséquences dans la vie des gens directement. Et ici, en Abitibi-Témiscamingue. Tu sais, quand je parlais tantôt de sensibilisation, tu parlais, il y a l'accueil, il y a différents points de service pour les gens qui sont issus de l'itinérance ou qui sont dans leur voiture ou qui ont un manque de salaire ou quoi que ce soit. C'est pas facile pour quelqu'un, pour lui, de dire « je suis obligé d'aller chercher de la nourriture ». Je suis obligée d'aller chercher, d'aller dormir à un certain endroit. Quand tu es habitué à une certaine qualité de vie et que tu la perds du jour au lendemain,
c'est ta dignité aussi que tu perds là-dedans. Et c'est pas facile de faire la file pour aller chercher ton panier de nourriture ou d'aller manger dans une soupe à un endroit où tu as un besoin, là. C'est ça aussi. Tu sais, t'en parlais tantôt, Joanie, de l'éducation. C'est dur. Personnellement, il y a plusieurs années, j'ai eu à devoir aller chercher à une banque alimentaire. Quand ils sont arrivés avec ça chez nous, oui, il y avait et puis je travaillais. C'est ça qui était le pire. Je travaillais. Puis là, aujourd'hui, j'imagine que c'est encore le cas. Il y en a beaucoup qui travaillent. Je peux comprendre qu'il y a la consommation, il y a tout ça. Mais moi, je trouve ça plate, c'est quand tu as du monde qui travaille comme des forcenés, puis qui sont obligés de faire des demandes de banque alimentaire ou pour se battre pour ne pas tomber dans l'itinérance. Tu sais, tu as soulevé un point tantôt, Christian, qu'il y a quelques années, tu étais capable de faire vivre ta famille avec un salaire. Oui. Dans les années 70, c'était ça aussi. C'est un salaire, la femme restait à la maison, élevait ses enfants et le mari sortait, il allait travailler, gagnait son pain. Il était capable de faire vivre tout le monde. Aujourd'hui, les deux doivent travailler et les deux ont de la difficulté à arriver. Hein? Ils ont de la difficulté à payer. On est de la génération X. Nos deux, on est de la génération X. On a vu en 1982 où tout a droppé. Tu sais, nous autres, on est arrivé je suis arrivé à 18 ans en 83. Mais je suis arrivé à 18 ans là, parce qu'avant ça, un an avant, en 81, à Santerre, là, les pick-up des moulins, ça se promenait en ville, ça cherchait du monde pour aller travailler. Fait que là, un petit gars, 15-16 ans, « Ah, on a de quoi pour toi? Ah, je suis allé pelleter du brinti. » On payait. Mais en 82, on était rendu qu'on faisait la ligne sur la passerelle pour avoir une job. Fait que, tu sais, ça change, c'est radical, là. Et là, ce qui se passe actuellement, c'est un peu le même principe. Sauf que là, on dit qu'il y a de l'emploi en masse. Oui, mais on n'est pas tout le monde qui est qualifié pour aller travailler dans des mines, des affaires de même. Et ça, c'est un autre problème. C'est pas tout le monde qui a une ressource mentale de le faire. Un exemple, moi, j'ai été soudeur. 100 ans, là, je soudais, mais je n'étais pas bon, là. Tu sais? Mais les gars, puis les autres, ils disent, ouais, t'es pas le meilleur soudeur. Hein? C'est vrai, mais c'est ça, je dis, on n'a pas toutes les capacités, un exemple, d'être mécanicien. Alors, mais tu sais, est-ce que tu veux vraiment faire ça? Non. Tu sais, si toi, tu es plus un artiste en toi, puis. Un artiste en Abitibi. Moi, j'étais un artiste à Santerre où on vivait de moulins puis tout ça. J'en ai bavé en colline, là. Mais c'est ça, c'est un peu ça. Il y a bien du monde, c'est ça qui arrive. Ils n'ont pas des outils pour faire bien des emplois qui seraient payants. Donc, ils se ramassent, là, justement, dans des choses précaires. Ou sinon, ils sont moins bien orientés vers... Oui, puis au-delà de ça, ça coûte cher travailler. Pour te rendre à ton travail, ça coûte quelque chose. Pour t'habiller, pour travailler, ça coûte quelque chose. Si tu n'as pas les moyens... ça, c'est vrai, ça. Tu payes pour aller travailler. C'est dispendieux de travailler. Si on compte l'essence, les vêtements, il faut que tu fasses ton lunch, faut que tu payes la garderie, il faut... Paye ton essence, ton véhicule. Parce qu'en Abitibi, on ne se le cachera pas, ça prend un véhicule pour aller travailler. Là. C'est rare, là, quelqu'un qui travaille à côté de chez soi. Là. La région est faite comme ça. Là. Fait que c'est vrai. C'est très dispendieux. Moi, je pense que ça fait vraiment partie du problème. Là. Quelqu'un qui devient itinérant parce qu'il n'est pas capable de se trouver d'emploi, c'est dur après ça là, de retourner pas de retourner dans la société, là, parce que tu es déjà dedans, mais de retourner au travail, de vraiment... qui veut t'engager? Si t'es dans la rue, là, qui veut t'engager? Ben oui, parce que t'as pas d'adresse, ton état d'esprit a changé aussi. Ouais, tu sais, là, t'es dans la rue, t'as un état d'esprit d'une personne vulnérable, d'une personne qui doute de ses capacités, qui doute de lui-même. Tu sais, là, il y a un travail mental là, qui est fait. Oui, là. T'es en mode survie, là. Fait que tu ne penses pas nécessairement à trouver un travail. Là. Tu penses plus
être au chaud à soir, puis Exact, de, c'est de se ça. nourrir. Puis... Exactement. Et la pénurie de logements touche de plus en plus jeunes. Et Oui. le cégep de l'Abitibi-Témiscamingue est au cœur de l'éducation postsecondaire régionale. Mais des jeunes qui viennent d'Amos ici, de la Sarre ou du Témiscamingue, qui s'en vont étudier au cégep de Rouen, bien, la pénurie de main-d'œuvre, de logements, elle est très présente là aussi. Donc, qu'est-ce qu'on voit de plus en plus, ou qu'on ne voit pas, malheureusement, ce qu'on ne voit pas, mais qui existe de plus en plus, une espèce de couchsurfing dans lequel les gens vont dormir sur des divans en attendant d'être peut-être capables de se trouver quelque chose. Ou sinon, au lieu d'être un coloc, ben, ça se retrouve à être 4, 5, 6 colocs dans un même appartement, avec toutes les conséquences que ça a sur l'espace, la qualité de travail, la qualité d'études qu'il peut avoir. Donc, le manque de logement a un impact sur des bonnes habitudes qui ne peuvent pas se prendre aussitôt, notamment parce qu'il y a un partage forcé, parce que c'est une forme de... Si tu n'es pas sur le bail, techniquement, t'es un itinérant, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Donc, ça existe en jeune âge. Puis ça, moi, c'est une des conséquences qui est frappante, tu sais. Le cégep avait fait des démarches pour essayer de trouver des gens, si vous avez des chambres qui ne servent pas, puis essayer de faire un appel à tous, mais ça nous touche, là, en région, là, directement. Puis si un étudiant va chercher un autre appartement qui était pour des gens qui travaillaient ou qui étaient plus dans des milieux défavorisés, bien, tu as un effet boule de neige aussi en bout de ligne. Le manque de logement, c'est criant. Là. Et surtout aussi que là, on est en mode de séduction en Abitibi-Témiscamingue pour aller chercher des nouveaux arrivants, pour combler la pénurie de main-d'œuvre, mais il n'y a pas de logement. Là, c'est un problème là, pour ces gens-là. Mais est-ce que c'est ça qui justifie la hausse des prix des loyers? Parce que moi, c'est parce que c'est ça, je peux comprendre le manque de logement, mais moi, ce que je ne comprends pas, moi, te donner un exemple, c'est que moi, mes taxes, j'ai ma maison, mes taxes ont monté un petit peu, mes assurances, une petite affaire. Si j'avais des loyers, je ne verrais pas pourquoi je doublerais mon loyer. C'est chose qui se fait aujourd'hui. Tu loues ton loyer, écoute, il y a un an, il était à 600, il est rendu à 800, 900. Pourquoi? Comment ça, tu montes ça de même? C'est ça que je dis. Il n'y a pas des lois pour... Moi, il me semble, on disait, tu n'avais pas le droit de monter ton loyer plus que 10 % par année. C'est quoi? Ça n'existe plus, ça? Et on voit, puis même en Abitibi-Témiscamingue, à Amos, Rouyn-Noranda particulièrement, des conglomérats qui rachètent des logements, qui les rénovent, mais qui vont doubler les prix. Et ça a de l'impact énormément. Trouver un Amos ici à 1 500 $, 1 400 $ un logement, c'est même difficile parce que tu as des gens qui ont voulu profiter de la misère du monde. Et ça, moi, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Après ça, il y a d'autres phénomènes aussi, les Airbnb. Là. Ça l'enlève des logements locatifs du marché pour pouvoir se faire. Est-ce qu'il y aurait eu lieu de légiférer à ça? Certainement, on parle de la solution souvent du registre des bails, de pouvoir dire, bon, mais est-ce que le locataire précédent, le suivant pouvait savoir combien le précédent a payé, de sorte que là, est-ce que l'augmentation est justifiable ou non? Mais on n'a jamais voulu mettre en application ces solutions-là, mais la multiplication des données, il faut les connaître. Mais ça, c'est fédéral ou provincial? Québec. C'est le Québec. Ça serait à Québec le faire. Mais c'est un enjeu. Je consultais les statistiques. Là, c'est 157 personnes dans le recensement de 2022 qui est en situation d'itinérance en Abitibi-Témiscamingue. Donc, si on prend la grosseur de chacune de nos villes puis ce qui est à offrir, mais les demandes, c'est 800 personnes différentes qui sont venues nous demander des services. Donc, il y a déjà un gap à aller chercher, mais il faut être capable de répondre. Puis, il ne faut pas entrer dans les préjugés, dans le sens que ce n'est pas tous des gens en consommation. Une personne sur 5 ou sur 4 serait dans une situation de consommation où elle a besoin d'aide. Donc, vraiment, combattre les préjugés va être important, mais offrir des services, moi, je reviens à ça. Là. Il va falloir réinvestir dans nos services aux gens, puis évidemment dans la construction de logements. Ce qui est triste en parlant de préjugés, c'est vrai, c'est comme à Val-d'Or, on s'entend, c'est beaucoup des Autochtones qui sont dans l'itinérance. Et encore là, le fait que tu sois autochtone, c'est plus dur de te trouver un logement. Alors, il y a ça aussi qui joue dans... Parce que les gens ont des préjugés, tu penses? Oui, un peu encore. Tu sais, je veux dire, c'est... Alors, j'ai vu une sortie à un moment donné d'un ancien chef de Kitiskakik, Jimmy Papati, qui parlait de la violence que faisaient certains itinérants autochtones, qui désapprouvaient. Il disait, écoute, il faut... Les gens veulent vous aider, mais aidez-vous aussi. Là. Alors, c'est un peu aussi...
C'est cette joute-là qui est à faire aussi. Là. J'ai lu hier là, un reportage, puis un intervenant social, là, son nom m'échappe, il a dit que la violence que font ces itinérants-là, les itinérants des Premières Nations, par exemple, a rien à voir et est vraiment minime par rapport à la violence qu'ils subissent, eux. Fait que c'est vraiment le contexte là, qu'ils vivent qui fait que qui les amène dans cette situation-là. Fait que moi, je pense qu'il faut partir de là. C'est la violence qu'ils subissent dans leur milieu. Ils fuient ce milieu-là. Il y en a que c'est pour la santé. Ils se rapprochent de l'hôpital à Val-d'Or, par exemple. Pas capable de se trouver de logement. Fait que là, ils se retrouvent dans une situation d'itinérance. La consommation, c'est vraiment... Moi, je pense que c'est pas un choix d'être itinérant. Dans le Vox Pop, là, on entend ça. C'est pas un choix d'être itinérant. Peut-être là, que dans l'idée romantique de la chose, là, à un moment donné, il y en a que ça devient un choix, mais en faible pourcentage. Oui, là, moi, je crois pas du tout. C'est pas un choix. Là. Tu te retrouves pas en situation d'itinérance. C'est pas vrai que survivre, c'est un choix. Là. C'est quand même pas équivalent qu'on a. Là. Non, surtout pas en Abitibi, là. Hein? C'est sûr. Mais je chapeau aussi à des initiatives. Tu sais, ce que fait le Centre d'amitié autochtone du côté de Val-d'Or, d'offrir des alternatives. Et ça, chapeau à ça. Tu sais, ils ont un nouvel édifice, puis tu sais, j'amène sur aussi d'autres enjeux, dont j'ai oublié le nom, la maison, en tout cas, qui vient d'être construite à Val-d'Or. On parle d'une quarantaine d'unités de logement. Oui, c'est vrai. Mais c'est le château. Merci, Marie-Ève. Et sauf qu'une réalité, c'est que le coût unitaire de ces logements-là devient très élevé parce qu'il y a des coûts d'assurance qui sont effroyables, les coûts de mettre tout aux normes. Si on en parle avec Sébastien Dastou, là, le maire d'Amos, il va vous en parler des normes. Comme de quoi, il a le goût, là. Lui, c'en est un leader politique qui a le goût de mettre les mains dans la terre, puis d'en construire, prendre sa pelle, puis de construire, puis je le salue là-dessus. Mais il est confronté à tellement d'obligations aujourd'hui qu'on n'avait pas dans le temps et qui se refilent sur la facture. Il y a eu un drame qui a été traumatisant au Québec avec l'île verte quand la résidence de personnes âgées est passée au feu. On a changé toutes les gicleurs. Mais dans toutes les résidences de personnes âgées qui n'étaient pas construites nécessairement pour amener un système de gicleurs, tout ce que ça a pris comme investissement public pour chacun de ces centres-là qui ne sont pas rapides et qui ne sont pas riches, c'est-à-dire puis que tout le Québec n'a pas envoyé rapidement cet argent-là, nécessairement, ça a des conséquences. À partir de là, on ne construit plus de nouveaux logements parce que tout met à des normes. Est-ce que finalement, en bout de ligne, ça nous coûte-tu plus cher socialement? Parce que oui, c'est idéal, normé, puis on peut penser aux maisons des aînés. À quoi? Ça revient à quoi? 800 000 la porte pour 12 logements. Puis en bout de ligne, on va avoir juste logé temporairement 12 aînés. Il y a des questionnements à faire sur les priorités. Là. Quand on est capable d'offrir un service normé, évidemment, tant mieux. Mais est-ce qu'il y a un service minimal qu'on devrait avoir qui va toucher la dignité des gens et qu'on n'atteint pas? À un moment donné, il y a des questions de société à se poser. Là, j'ai une question à vous poser. On a parlé de l'itinérance, on a vu chacun le point de vue, c'est quoi la vision et tout ça. Maintenant, c'est quoi les mesures qu'on devrait prendre pour lutter contre l'itinérance en Abitibi-Témiscamingue? Moi, je pense que... T'es le gouvernement, toi, là. Ben, tu sais, des mesures, c'est tellement complexe que, tu sais... C'est cas par cas. Oui, il faut prendre des mesures d'urgence. Oui, il faut aider ces gens-là. C'est une urgence de les aider. Il faut qu'il y ait des lits, il faut qu'il y ait des places pour les abriter, de la nourriture. Comme qui disait, les petites filles, on lui donne-tu de l'argent? Oui, ben, tu sais... Oui, c'est ça. C'est très complexe, là. En tant que personne, en tant que citoyen... C'est difficile de savoir qu'est-ce qu'on fait avec, tu sais, quand on rencontre une personne en situation d'itinérance, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense... Les gens ont l'habitude de free. Tu sais, tu rencontres un itinérant dans la rue, tu as l'habitude de tourner les yeux de l'autre côté. Mais comme qu'on disait, c'est la société, il faut se poser des questions. Je pense qu'il y a un gros travail de... Il faut virer ça de bord. Moi, je pense qu'on a atteint notre apogée en tant que façon de faire
Mm. Il faut changer les façons de faire. Tu sais, oui, il faut mettre en place des mesures d'urgence, mais à côté de ça, il faut vraiment penser là, à qu'est-ce qu'on fait pour aider ces gens-là à les sortir de la rue, à leur redonner de la dignité. Il faut que les mesures partent de ça. Il faut redonner de la dignité à la personne. Il ne faut pas juste dire on va mettre des dollars là, je pense que ça va aider, on va mettre des dollars là, je pense que ça va aider. Il faut vraiment comme partir du principe que c'est des êtres humains, ils ont besoin de retrouver leur dignité. Réapprendre à s'humaniser. Ça, comment j'explique? Il y a un gars, moi, un monsieur, comment il s'appelle? Lahaye. Un monsieur Lahaye, sénateur à Bellecour, l'ancien maire de Bellecour. Il disait une chose, lui, c'était quand même assez intéressant. Il disait que lui, il y avait des religieuses qui l'enseignaient le respect. Aujourd'hui, les profs t'enseignent la compétition. Tu sais, il y a comme une différence de dire que, écoute, tu mangeais des claques sur le bord de la tête si tu n'avais pas de respect, mais aujourd'hui, tu manges des claques là-bas sur le bord de la tête, tu es en bas de 60. Parce que, tu sais, dans le fond, avant, on prônait, bien sûr, les meilleures notes le plus possible, tout ça. Tu parles des années 50, 60, toi, là. C'est ça. Avec les religieux, c'était, écoute, c'était le respect, on s'entend. C'est vrai. Ça, quand même. Mais ce que je dis, c'est qu'on nous imposait le respect. Aujourd'hui, on dirait que ça a pris le bord. On dirait qu'on est devenus des compétiteurs. Point à la ligne. À les écoles, tout ça. Pourquoi tu dis c'est devenu de compétition? Qu'est-ce qui te fait on vit dire comme ça? On vit comme ça. Si tu me permets, ma copine fait un doctorat là-dessus, sur l'école, notamment l'école à 3 vitesses qu'il y a au Québec. Et effectivement, la socialisation des élèves, la compétition, le néolibéralisme qui a été amené tant dans les années, à chaque époque, dans les années 80 et autres, fait en sorte que les professeurs n'ont plus autant le temps de pouvoir prendre du temps avec les élèves. On reparle à l'enjeu des services à travers ça. Les objectifs pédagogiques sont rendus tellement élevés. On veut avoir la course à la meilleure école. Même quand on fait des concentrations sport ou quoi, elles ne sont pas tous accessibles. Ce n'est pas démocratique. On va donner des critères qui sont très arbitraires. Oui, ça a toujours été ça. Là. Mais on a la chance en Abitibi-Témiscamingue de ne pas avoir d'école privée. On devrait avoir un tissu social dans lequel, justement, le fils de mineur, le fils de directeur d'entreprise, comme un fils d'un étirant, si on prend la situation présente du débat, mais tout ça, ces gens-là se côtoient dans un milieu où on part tous égales. Ça devrait être une richesse, mais on tend à vouloir créer les inégalités, même dans notre milieu scolaire. Et ça, il y a peut-être une réflexion collective qu'on aura à avoir sur l'éducation. C'est un point qui est fondamental. Mais moi, je ramène pour la question qui était posée, l'importance de regarnir notre tissu social. Parce qu'on a des gens qui sont tellement dévoués. Le Centre Bernard Hamel, l'accueil ici à Amos et autres, il y a une solidarité en région qui est faite et il faut investir, leur donner des ressources, des gens qui ont les moyens, leurs ambitions d'accompagner les gens. Moi, je vais être fervent de service public pour être capable d'aider les gens, les accompagner. Je pense que c'est nécessaire encore aujourd'hui. Donc, changer sa mentalité, redevenir humain. Non, parce que là, on est en train de perdre ça au profit de... Au profit de quoi? D'un skidoo? Au profit du profit. Du matériel, oui. Je vous amène maintenant dans une question de responsabilité. Qui devrait prendre la responsabilité de lutter contre l'itinérance? Est-ce qu'on parle que c'est le gouvernement local? Est-ce qu'on parle que c'est les organisations caritatives qui doivent prendre en charge? Ou est-ce que c'est la communauté elle-même? C'est Sébastien. Non. Mais les gens sont généreux en Abitibi-Témiscamingue. On s'entraide à atteindre des objectifs de financement. Ils les dépassent à chaque année. On le voit. On voit comment la ressource d'aide pour personnes handicapées dépasse aussi ces objectifs. Puis ils vont chercher presque $1 million par année. Plus proche du demi, mais ça augmente à chaque année. Les gens sont généreux. À un moment donné, c'est l'organisation, mais ils ont besoin aussi d'un coup de pouce. C'est des missions sociales du gouvernement, normalement. Et on comprend que Québec a des limites à pouvoir le faire, mais il y a une responsabilité. Est-ce que ça doit... qui est là pour moi. Le gouvernement ne peut pas ignorer l'itinérance parce qu'il n'est pas à une distance de...
on va le dire de façon un peu... On est dans un podcast, là, on n'est pas à distance d'un coup de pied dans le cul d'un électeur. Là. fait qu'il se dissocie de ces enjeux-là. Mais ça l'a rattrapé, Justin Trudeau, en début de session. Et tant mieux. Et s'il chute dans les sondages présentement, ben, c'est notamment parce qu'il ne s'est pas adressé à ces questions-là du coût de la vie puis du logement. Et ça rattrape à un moment donné. Puis des solutions, là, on parle de pouvoir donner un congé de taxe pour un promoteur qui amène du logement locatif. C'est une bonne mesure, mais ça ne fera pas de miracle non plus. Mais moi, je vais aller plus loin. Là. Ouais, vas-y moi, donc. je pense que dans l'absolu, c'est l'État le responsable. OK. C'est l'État. Pourquoi tu dis ça? Parce que l'État est responsable de ce qui se passe dans la société. Oui, on fait des choix collectifs, mais en haut de tout ça, là, c'est l'État qui doit gérer ces choix collectifs-là. Donc, c'est pas normal que l'itinérance passe en dessous de la table. Parce que c'est un symptôme. C'est un symptôme de la société qui va pas bien. L'État devrait prendre ça très sérieusement. On ne devrait pas voir une augmentation de l'itinérance comme ça en Abitibi-Témiscamingue. Ça n'a aucun sens. On est une des régions les plus riches au Québec. Puis on a eu un boom d'itinérance. Mais non, on a-tu les chiffres d'itinérance en Abitibi? C'est difficile à chiffrer, premièrement. Okay. C'est très difficile parce qu'on a eu des chiffres parce que là, on a 1000 au Québec. Visible, on dit qu'on a 10 000 au Québec, c'est quasiment à Ville-d'Amos. C'est quasiment il y a beaucoup d'itinérance cachée. Des Non. gens qui travaillent, mais qui dorment dans leur auto. Oui, yes. Oui, des gens qui ne vont pas chercher de l'aide non plus. Ouais. Il y en a aussi. Qui la dignité, c'est trop grand. Famille à un ami, à un membre de famille, ils vont dormir chez tout le monde. Parce qu'il y a plusieurs facteurs, il y a plusieurs façons d'être un itinérant. Là. Mais moi, je vous reformule la question. Est-ce que la responsabilité ne doit pas venir de l'intérieur du noyau pour aller vers l'extérieur du noyau? Parce que là, tu parles de l'État, Joanie. L'État, c'est quand même large. L'État couvre large. Oui, bien, donc, les problèmes qu'on a de logement, le logement, ça part de des décisions qui ont été prises du gouvernement. Les taux d'intérêt qui montent, ben, c'est l'économie mondiale. Ils sont au courant de rien. Mais c'est les gouvernements qui sont responsables de ça. Oui, mais ils sont au courant jamais de rien. Qui légifèrent, qui font des lois. Si on veut s'en sortir, il faut faire des lois dans le sens que les pays qui ont moins d'itinérance, ben, ils ont un salaire universel, ils ont des choses, ils ont un tissu social qui empêche qu'il y ait de l'itinérance. Tu ne sembles pas être d'accord, non, toi, c'est parce Christian? que, à un moment donné, on dit, bon, ben, regarde, l'inflation, puis tout ça, il y a tel problème, là, on interpelle les gouvernements, ils ne peuvent jamais rien faire. Le prix du gaz, on ne peut rien faire. Le prix du légume augmente, on ne peut rien faire. Ça ne sert à rien, le gouvernement. À manger de même, ils ne servent pas. Mais est-ce que la situation d'itinérance vient de ça? Parce qu'ils ne savent pas quoi faire? Est-ce que la situation d'itinérance vient parce que le taux d'inflation est trop élevé? Est-ce que la situation de l'itinérance vient à cause d'une décision que le gouvernement a prise puis ça a créé l'itinérance? Pas une décision, de nombreuses décisions. C'est ça qui est l'affaire. Moi, je pense que oui, mais je pense qu'on devrait, comme tu disais, de l'intérieur, c'est-à-dire chaque municipalité, commencer à s'ouvrir les yeux puis dire, regarde ce qui se passe chez nous. Les municipalités ont les yeux ouverts. Là. Les municipalités n'ont pas de moyens de le faire. Puis c'est pas avec la taxe sur l'essence qui ont des moyens de pouvoir régler. Déjà, ça l'aide à peine à pouvoir patcher. Oui. Il y a une expression que j'aime bien nommer. Il y a un coût à faire les choses, mais il y a un coût souvent encore plus grand à ne pas faire les choses. Et dans le cas de l'itinérance, le fait de ne pas avoir agi pendant aussi longtemps fait en sorte que c'est plus cher. Et si on n'agit pas, puis moi, je l'ai trouvé intéressante cette donnée-là. Un itinérant coûte 75 000 $ à l'État. Parce qu'il va se retrouver dans des situations dans lesquelles on doit avoir une présence policière plus accrue. Et il est plus à risque d'avoir des situations de consommation et dans lesquelles avoir des surdoses de consommation. Parce qu'on n'offre pas des endroits nécessairement sécuritaires pour le faire dans chacune des municipalités. Et après ça, c'est des salaires de policiers, des temps doubles, des temps... En bout de ligne, là, on va toujours le payer. Un itinérant qui se retrouve avec un logement de l'État,
et qui va pouvoir avoir des services régulièrement, une médication régulière en cas de besoin et autres, va coûter 65 000. Donc, à un moment donné, il y a une réflexion de société. Offrir un tissu social nous fait économiser des coûts probablement beaucoup plus que ça en donne. Mais évidemment, le capitalisme regardera pas ça, va voir juste la dépense, mais il faut le voir dans son ensemble. Puis dans une société, parce que si, à un moment donné, la personne réussit, peut-être au bout d'1 an, 2 ans, 10 ans, à se reprendre en main, puis il va avoir un salaire, mais il va payer de l'impôt, il va recontribuer au trésor social. Et ça n'a pas de prix, là. Et c'est ce qu'il faut offrir quand on parle de services. En bout de ligne, c'est d'amener des gens à être capables de recontribuer financièrement. Si on abandonne les gens eux-mêmes, s'ils n'ont pas de ressources, bien, on risque de payer longtemps. Il faut voir ça aussi sur une perspective de 10 ans, de 20 ans, de 100 ans. Le logement qu'on va créer va servir longtemps et à beaucoup de gens. Fait que oui, c'est une dépense. Mais je pense que créons-la, cette dépense-là. Là. Surtout que quand on a la forêt, on a les mines, etc., on a tout avantage à construire des logements. C'est là. ça. Je vous amène justement à la question des ressources. Les fonds alloués à la lutte contre l'itinérance sont-ils suffisants en Abitibi-Témiscamingue, Sinon, où devraient-ils être alloués en priorité? Ah, ça, c'est la question que je me suis toujours posée. Pour être honnête, je ne peux pas te répondre. C'est la question parce qu'on dit, bon, ben, on donne tant de millions pour l'itinérance. OK, c'est qui l'a, cet argent-là? Ils font quoi avec? C'est-tu du monde dans des bureaux qui se splitent? Puis, moi, c'est une question là, que je pose aussi. D'où ça va? Ça, on dit on a besoin d'aide. Oui, mais comme on paye des psychologues, on paye ci, on paye ça. C'est quand que ça arrive à la personne qui en a besoin? Oui, c'est dur à... Oui, je comprends. C'est dur On à sait pas où est-ce qu'elle va. visualiser, où est injecté l'argent exactement. Parce qu'on n'a pas d'état de l'État. On n'a pas un État financier qui nous démontre j'ai pris cet argent-là de la TPS, puis j'en ai fait telle affaire, puis il n'y a pas ça, là. Moi, j'ai tellement confiance au milieu communautaire. D'abord, leur gestion de compte j'allais dire. Tellement rigoureuse. Je pensais que Sébastien, que tu allais dire j'ai tellement confiance au gouvernement. Certains points. Je ne suis pas contre le principe d'un gouvernement. Au contraire, moi, mon rôle, c'est de revendiquer davantage, particulièrement pour la Abitibi-Témiscamingue. Puis étant un gars de gauche dans la vie, bien, évidemment, je pense que l'éducation fait partie de la solution puis des services. Mais on se rappelle que les besoins, particulièrement en itinérance, ce n'est pas des besoins de 8 à 4. De 8 à 4, généralement, pour tout le monde, ça va bien. C'est peut-être de 8 à 4 heures le matin. 8 heures le soir à 4 heures le matin. Et ces gens-là qui sont capables d'être sur le terrain puis d'offrir des services, oui, c'est à eux qu'on doit s'assurer d'avoir l'argent. Puis, disons-le, les gens dans le milieu communautaire, malheureusement, ne gagnent pas les mêmes salaires qu'une personne syndiquée ailleurs au public. Donc, je ne comprends pas qu'on ne fait pas le choix d'investir. Il me semble qu'avec une pièce dans le milieu communautaire, on en a à peu près 10 en service. Il faut être capable d'offrir ces ressources-là et d'être généreux dans notre milieu communautaire. Ça, pour moi, ça sera toujours une priorité. Ça prend des services, évidemment, des gens qui sont formés, qui peuvent encadrer, puis c'est là où le CISAT et le réseau de la santé jouent un rôle aussi fondamental. Mais d'offrir des services, misons sur le communautaire, pour moi, là, c'est la clé. Moi, je regarde un exemple, la maison de la famille que je connais, moi, c'est Santerre. Tout ce qu'ils font avec le peu de moyens qu'ils ont, je lui tire mon chapeau. Ils vont, puis vraiment, là, ils aident beaucoup de gens. Nous autres, on a le Manoir Universo. On a des petits organismes comme ça, qui est maison de jeunes. Je trouve qu'il est vraiment... Alors, je trouve que c'est eux autres qu'on devrait encourager parce que ça part d'eux autres. Donc, ça revient à la base que ce que je disais, c'est le centre, c'est la proximité sur le terrain qui est responsable de faire quelque chose. À ceux qui sont humains pour s'en occuper. L'État doit aider là et non pas nécessairement l'individu qui est dans la rue. Est-ce que... Oui, mais c'est rare que l'État va aider directement. C'est sûr que ça passe par ces organismes-là, mais je pense que le manque de ressources, puis c'est peut-être mal distribué aux organismes en question. Des fois, les intervenants se retrouvent avec les mains liées parce que
les ressources sont pas là, tu sais, il manque de personnel, Oui, il manque de... là, c'est Tellement ça. de reddition de compte. Là. C'est Mhm. ça. Je veux dire, là. l'organisme communautaire qui a à justifier chacun des demi-scènes qui dépassent, là, Mhm. qui dépensent, ça fait en sorte que c'est lourd. Puis la personne qui Ouais. s'en va au milieu communautaire, c'est parce qu'elle a les valeurs à bonne place. Oui. Puis elle Mhm. veut aider les gens sur le terrain. Quand on demande la paperasse constamment pour justifier chaque scène, on Mhm. peut-tu les laisser aller sur le terrain Mm. puis d'être davantage tolérants parce qu'on n'a pas les mêmes exigences dans nos sociétés d'État peut-être Mhm. et ailleurs. Exact. Puis encore puis dans des milieux de l'entreprise privée. Là, fait qu'il faut être capable de... non, l'entreprise privée aussi a des défis de paperasse aussi. Mm. Là, mais, Ouais, mais quand même, faisons confiance peut-être davantage à nos gens puis d'investissons sur le terrain. Là. Ouais. Écoutez, il reste juste 5 minutes, là. Hein, on pourra en parler des heures. J'ai une dernière question là, pour vous. Question sur l'avenir maintenant. Donc, à quoi devrait ressembler l'Abitibi-Témiscamingue en termes d'itinérance dans les 5 ou 10 prochaines années et comment on peut y arriver? Comment on peut parvenir à ça? Ben, premièrement, il ne devrait plus en avoir. Deuxièmement, je Comment on pense... fait pour parvenir à ça? C'est C'est ça, le but. c'est ça, là. Hey, écoute, si j'avais la solution, moi... Hein? T'as pas la baguette magique, là? Mais déjà, si on investit davantage sur justement les maisons de la famille, toutes les pioles, toutes ces choses d'aide-là, parce que, hey, c'est pas des farces. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une personne d'une itinérance qui a de la misère, il s'en va vers ces ressources-là. Ces ressources-là sont sous-payées à t'aider. Mm. C'est ça que je trouve un peu spécial. C'est qu'écoute, sa petite fille à 16-17 piastres de l'heure dans le communautaire qui va te parler, qui va jaser avec toi. Il a fait la job d'un gars qui gagne 100 piastres de l'heure assis dans son bureau. Mhm. C'est ce que je Donc, dis. ce que tu es en train de me dire, si je comprends bien ton affirmation, est-ce que le gouvernement investit trop vers l'entreprise multinationale ou la grande entreprise ou les services nécessaires, prioritaires sont dans la rue, sont la petite communauté, comme le petit communautaire qui veut aider l'être humain autour? Moi, je pense qu'il faut réinvestir dans le communautaire. Ça, là, c'est... moi, je pense que c'est là qu'il faut... je sais pas. C'est eux Toi, autres qui Joanie, s'arrachent Je le pense cœur. que l'État aussi devrait, le gouvernement devrait se faire un devoir aussi d'inciter le privé à investir plus dans le communautaire. Tu sais, on a des entreprises en Abitibi-Témiscamingue qui font des milliards. Fait que je pense que on pourrait aller chercher cette ressource-là. Les gens travaillent dans ces entreprises-là. Les gens vivent de ces entreprises-là et font vivre ces entreprises-là. Fait que je pense que ça serait juste normal que ce soit redistribué puis que l'itinérance pourrait être éliminée de cette façon-là. Tu sais, on pourrait redonner une dignité à tous ces gens-là en trouvant un moyen de leur trouver une raison, tu sais, de vouloir vivre puis de pas juste essayer de survivre tout le temps. Tu sais. Ben, c'est ça. Est-ce que la grande entreprise devrait prendre sa part de responsabilité Ben, et d'investir et de le jumeler à une communauté, à un communautaire pour aider? Je reconnais quand même qu'ils sont présents, là. Oui, Justement, oui, ils sont la présents. ressource d'aide pour personnes handicapées, Rémi Mailloux, quand il fait notamment le cyclodome ici à Amos, il y a des gens là, qui vont pédaler avec eux autres. Là. Des blés, des moreaux qui sont présents aux côtés puis qui vont pédaler, là, qui vont au sens figuré, mais au sens propre aussi, au sens propre, mais au sens aussi figuré, dans le sens de l'argent aussi va suivre là-dedans. S'entraide, quand on voit les tournois de golf des directeurs des mines, ils sont présents, puis à chaque fois, c'est des campagnes qui vont aller chercher dans les 6 chiffres. Là. Mais c'est pas à eux nécessairement d'aller construire, d'offrir le service quotidien pour une personne itinérante. Mais oui, il faut tendre vers une société plus juste, plus égalitaire. Puis moi, j'ai aimé le propos que Joanie a amené d'entrée de jeu. Une solution passe notamment par l'éducation, par la tolérance, par le vivre ensemble. C'est une valeur, puis moi, je trouve que c'est intéressant comme esprit de trame de fond de notre échange, c'est que le communautaire a sa place en Abitibi-Témiscamingue et il faut être généreux envers notre milieu communautaire parce qu'il est généreux envers nous, puis il est généreux envers les gens envers qui on ne l'est pas tout le temps. Hey, on pourrait en parler longuement parce que j'aurais eu d'autres questions pour vous, là. Mais on va terminer là-dessus. Je suis allée prendre le pouls
des gens sur Facebook. Je leur ai posé la question, selon vous, quel devrait être le rôle principal de la communauté, des autorités locales pour résoudre le problème de l'itinérance en Abitibi? On avait quatre points où les gens pouvaient choisir. Offrir un hébergement d'urgence, favoriser la réinsertion sociale, s'attaquer aux causes sous-jacentes de l'itinérance ou votre avis. Alors, on a eu 2 personnes qui ont bien voulu jouer le jeu. On en a une qui a dit s'attaquer aux causes sous-jacentes de l'itinérance. Et on a eu une autre personne qui a décidé, elle, de donner son avis. Et c'était « J'aurais tendance à vouloir faire le cas par cas. » Oui. Pour avoir travaillé avec beaucoup de gens en situation d'itinérance, la dépendance, le manque d'estime de soi, la méconnaissance des ressources, mais aussi le manque de réseau personnel fait en sorte que c'est difficile de mettre tout le monde dans le même panier pour trouver une solution commune. Tu aurais dû partir avec Super ça parce que intéressant. moi, je trouve que c'est un. Mais on C'est finit vraiment avec la brillant, série ça, sur le là. Sunday. Oh, ouais. C'est une série sur le Sunday. Hey, merci tellement à vous tous d'avoir participé. Merci, Sébastien, d'avoir accepté d'être avec nous, de parler de ça, puis d'amener ton point de vue politique, mais aussi d'amener un petit grain de sel personnel. Mais merci pour l'initiative, mais merci aussi. Enchanté de vous rencontrer. Ben En oui, fait, on se connaissait la réalité, pas. c'est qu'on ne se connaissait pas. C'est Ah un non. premier échange. Mais, Ben oui. merci pour le. Merci, Christian. Merci, Merci Joanie. d'en parler. Il faut en parler. Oui. C'est Le important. fait, si on faut sortir des stéréotypes, si on veut amener justement cette tolérance-là, il faut en parler. Chapeau. Ben écoute, merci, mais je pense qu'il y a un problème dans la société et puis il faut en parler parce que si on n'en parle pas, il va persister. Alors, l'itinérance reste un défi majeur en Abitibi, mais nous croyons fermement à la capacité de notre communauté à travailler ensemble pour trouver des solutions. Puis c'est ça qu'on a parlé aujourd'hui. On est déjà 4 personnes qui ont décidé d'en parler ouvertement dans les médias, puis de faire réfléchir les gens, puis d'amener différents points de vue aussi face à ça. Puis ça, c'est important, que chaque personne puisse avoir son propre point de vue, sa propre façon de voir les choses, et aussi quand on en parle ouvertement comme ça, ben, ça fait réfléchir les autres qui ont peut-être des préjugés face à tout ça. Oui, parce que là, j'ai peut-être graffiné du monde un peu, moi. Mais j'ai pas de position ancrée, là. Tu sais, c'est ouvert. Mais c'est correct. On veut avoir tous les points de vue, toutes les facettes des gens qui ont à dire des choses. Non, Alors, mais merci. Puis toutes solutions qui peuvent être aussi au niveau individuel. Oui, effectivement, un don à certaines causes. Quand les gens prêtent un sofa, une chambre d'amis à quelqu'un dans un besoin temporaire, ça fait partie de la solution. Il y a des solutions individuelles aussi que les gens peuvent mettre en place. Puis si on aura réussi à intéresser les gens à comment moi je peux agir individuellement, ce sera un pas qui va paraître aussi. Bien, moi, j'ai une question à vous poser, grand public. Quelle solution ou initiative locale pensez-vous que notre région devrait adopter pour faire face aux défis de l'itinérance en Abitibi? On va avoir cette question-là sur une publication Facebook. Vous pourrez y répondre et peut-être qu'on pourra, d'entrée de jeu, la semaine prochaine, en parler rapidement. Parce que là, la semaine prochaine, on change complètement de sujet. On s'en va vers l'identité des genres. Parce que là, ça fait beaucoup de bruit actuellement. On va voir en Abitibi. Est-ce qu'il y en a? À la semaine prochaine.